Bienvenue dans The Debate. Imaginez un instant un algorithme qui serait capable de cartographier les faiblesses cognitives d'un adolescent. Mhm. Disons en mathématiques, et ce avec une précision clinique bien supérieure à celle de son propre professeur. Cette technologie promet une éducation vraiment sur mesure, taillée pour chaque esprit. C'est la promesse, oui. Mais en déléguant cet effort à la machine, est-ce que nous ne sommes pas en train de sacrifier la résilience intellectuelle de nos élèves pour le simple confort du clic ? Exactement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vous proposons une analyse croisée, une véritable confrontation d'idées sur ce basculement majeur. L'intégration massive du numérique à l'école. Voilà. Et nous nous adressons directement à vous, futurs enseignants du secondaire, étudiants en master de sciences de l'éducation, ainsi qu'à notre jury virtuel, composé de parents d'élèves légitimement inquiets et bien sûr de décideurs politiques locaux. Ce sont eux qui doivent allouer ces budgets cruciaux. Absolument. Alors la question qui structure cet échange est la suivante. Le numérique est-il le levier ultime d'autonomie et de démocratisation du savoir? Ou bien agit-il comme un catalyseur d'inégalité, forgeant à notre insu une génération intellectuellement passive? Vaste question. Pour ma part, en tant qu'ingénieur pédagogique, je défendrai l'idée que le numérique, à travers les parcours personnalisés, offre une flexibilité inédite qui démocratise fondamentalement l'accès à la connaissance. Et en tant que sociologue de l'éducation, je soutiendrai la perspective inverse. Cette dépendance technologique, sous couvert de modernité, creuse insidieusement la fracture numérique et surtout menace les fondations de notre pensée critique. Eh bien, commençons par cette fameuse promesse de démocratisation. Si l'on observe la mécanique même du web, le numérique possède cette capacité intrinsèque d'annuler la géographie. Annuler la géographie, c'est un peu fort, non? Mais prenez le cas d'une petite école rurale autrefois isolée. Avant, son horizon intellectuel se limitait au manuel de son CDI. Mhm. Aujourd'hui, grâce à une simple connexion, cette même école se transforme en une extension des plus grandes villes universitaires. Via des plateformes comme Khan Academy, Coursera ou edX, un élève a accès aux mêmes ressources qu'un étudiant d'une métropole. Oui, l'accès à l'information est là, c'est indéniable. Et les bibliothèques numériques, comme le projet Gutenberg ou Gallica, sont ouvertes 24 heures sur 24. Comment peut-on nier cet effacement des frontières? D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à répondre dans les commentaires. Pensez-vous que dans votre région, le numérique a effacé ou souligné les distances géographiques? Je l'aborde d'une manière différente. Ce que vous décrivez là, c'est une utopie d'ingénieur. Une utopie? Complètement. Une utopie qui ignore la brutalité de la réalité sociologique. Je m'adresse particulièrement aux décideurs politiques ici. L'accès illimité à des bases de données n'est qu'une illusion tragique si l'infrastructure de base fait défaut. La technologie ne gomme pas les inégalités, elle les déplace. Attendez, vous affirmez que mettre à disposition le savoir de l'humanité gratuitement amplifie les inégalités? C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif jusqu'à ce qu'on regarde concrètement comment ça se passe dans un foyer à faible revenu. Le problème, ce n'est pas la disponibilité du serveur du MIT, c'est le point d'accès. Vous parlez du matériel, donc. Exactement. Dans de nombreuses familles, l'équipement se résume à un ordinateur vieillissant, partagé entre 3 frères et sœurs, avec une bande passante instable. C'est vrai que la connexion peut être un frein. Et pendant que l'élève issu d'un milieu favorisé interagit fluidement avec son interface sur son propre équipement, l'élève défavorisé, lui, subit une surcharge cognitive énorme simplement pour faire fonctionner l'outil. Il manque souvent de compétences numériques de base. C'est une inégalité directe en termes de temps de traitement et d'énergie mentale. C'est un fait, l'infrastructure matérielle reste un défi. Mais vous parlez de l'outil comme d'un simple tuyau d'information. Je vois pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous donner une autre perspective en nous penchant sur l'algorithme lui-même. Allez-y. Si on dépasse la question de l'équipement, l'outil numérique devient un levier cognitif surpuissant grâce au logiciel adaptatif. Vous parlez des plateformes qui ajustent les exercices en temps réel. Exactement. Des systèmes comme Smart Sparrow ou Dreambox, Duolingo le fait aussi pour les langues. Mécaniquement, dans une classe traditionnelle, le professeur doit imposer un rythme moyen. Oui, c'est le principe du groupe classe. Voilà. Donc l'élève en difficulté décroche et l'élève en avance s'ennuie. Le logiciel adaptatif, lui, détecte à la milliseconde près l'endroit où l'élève bloque. Si un concept algébrique n'est pas compris, l'algorithme ne le punit pas avec une mauvaise note globale. Il le redirige. C'est ça. Il décompose le problème, modifie la variable et propose un chemin alternatif.
Je dis souvent aux parents que cela réduit l'anxiété scolaire de manière drastique, car l'élève avance en sécurité à son rythme. C'est une vision séduisante de la personnalisation, je vous l'accorde. Mais je m'inscris en faux contre cette idée de sécurité systématique. Pourquoi? La sécurité, c'est mauvais pour l'apprentissage? L'apprentissage profond, neurologiquement parlant, nécessite de la friction. C'est ce que les psychologues cognitifs nomment la difficulté désirable. L'algorithme adaptatif, en voulant réduire le stress, lisse tellement le parcours qu'il atrophie la résilience de l'élève. Vous voulez dire que faciliter la compréhension serait préjudiciable à long terme? Absolument. Prenons une analogie médicale. L'algorithme adaptatif tel que vous le décrivez agit comme un exosquelette. C'est parfait pour soulever un poids sans effort, mais si vous le portez tous les jours, Vos propres muscles s'atrophient. voilà. L'esprit humain fonctionne de la même manière. Lorsqu'un élève bute sur un problème ardu, la frustration qu'il ressent et l'effort qu'il déploie créent de nouvelles connexions synaptiques robustes. Si l'algorithme intervient à la première seconde d'hésitation pour offrir un indice, l'élève devient dépendant de cette béquille. Mais n'est-ce pas préférable à un élève qui abandonne complètement? L'exosquelette permet au moins le mouvement. Regardez les outils de correction automatique. Ah, les correcteurs automatiques? Oui, il libère la mémoire de travail. Ça permet à l'élève de se concentrer sur le sens de son texte plutôt que sur la mécanique fastidieuse de l'orthographe. Je suis désolée, mais cette mécanique fastidieuse est l'essence même de la structuration de la pensée. En externalisant l'orthographe et la grammaire à la machine, l'élève ne fait plus l'effort d'intégrer les règles logiques. Il va plus vite pourtant. Mais il devient un validateur passif des suggestions de l'IA. La conséquence, c'est une mémorisation superficielle, à court terme. On remplace la réflexion profonde par une consommation passive. Je comprends votre inquiétude sur cette délégation de compétences, mais il faut aussi voir les outils immersifs que la technologie apporte. Prenez la réalité virtuelle par exemple, par rapport au manuel classique. La VR en classe. Oui, au lieu de lire un texte plat sur la Rome antique, l'élève s'y plonge en 3D. Cette incarnation de l'apprentissage sollicite des zones du cerveau que le manuel ne touche pas. C'est un argument convaincant, mais avez-vous considéré le coût de cette saturation sensorielle par rapport à la sécurité qu'offre un support traditionnel? Une saturation. La réalité virtuelle impose une imagerie préconstruite qui sature la mémoire de travail. Le manuel scolaire classique, lui, exige de l'apprenant qu'il construise ses propres représentations mentales. De plus, un manuel, ça offre une structure finie, rassurante. La VR relève souvent plus du divertissement que de l'analyse critique. C'est un point fascinant sur la différence entre consommer une image et construire une image mentale. D'ailleurs, cette question de la charge cognitive est essentielle. Faisons une courte pause pour nous adresser à ceux qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Si cette réflexion vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre émission et à partager cet échange avec vos collègues. Par ailleurs, puisque nous parlons de l'effort nécessaire à l'acquisition d'une langue face au numérique, dites-nous dans les commentaires quelles sont les difficultés spécifiques que vous rencontrez personnellement lors de votre apprentissage du français. Vos retours sont toujours passionnants à lire. Exactement. Mais pour poursuivre sur cette notion d'engagement cognitif, je sais que vous vouliez aborder la dimension, disons, psychologique de l'école. Oui, le besoin vital de l'interaction humaine directe. Vous vantiez la flexibilité du numérique, mais regardons le prix payé. Le travail scolaire s'est déplacé vers des plateformes en ligne. Oui, les collaborations à distance. Mais le résultat sur la santé mentale des jeunes est alarmant. Je parle aux parents inquiets. On observe une fatigue oculaire chronique, des maux de tête, des troubles du sommeil dus aux écrans et une baisse drastique des activités en plein air. Je ne nie pas les risques d'une surexposition, mais séparons l'hygiène de vie de la pertinence pédagogique. Les environnements comme Google Docs ou Trello préparent au monde du travail globalisé. Savoir gérer un projet à distance, c'est une compétence clé aujourd'hui. Une compétence, peut-être, mais un forum en ligne ne remplace pas les nuances de la communication non verbale. Le développement d'un adolescent passe par le décodage d'un regard, d'une hésitation dans la voix. Mais la collaboration en ligne n'empêche pas. Sans compter le stress généré par la surveillance numérique en classe. Ces plateformes enregistrent chaque clic, mesurent le temps de réponse. C'est une pression constante. Et face à cela, quel est le rôle de l'enseignant? Justement, le rôle de l'enseignant a évolué avec l'intelligence artificielle. L'IA dans l'évaluation, parlons-en. C'est d'un réductionnisme effrayant. Confier à un algorithme l'évaluation d'une compétence complexe, c'est quantifier l'inquantifiable. L'algorithme est incapable de mesurer la créativité. Et les examens à distance facilitent la triche. Je vous rejoins en partie, mais vous dressez un portrait caricatural. Le but n'est pas de remplacer le professeur, mais de lui offrir un feedback immédiat. Un feedback algorithmique? Oui,
Si l'IA corrige les QCM basiques, le professeur récupère des heures précieuses pour un accompagnement personnalisé. Il ne s'agit pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. D'ailleurs, auditeur, comment percevez-vous le rôle de vos professeurs face à l'intelligence artificielle? Dites-le nous en commentaire. Libérer du temps, c'est noble en théorie, mais les décideurs politiques vont surtout utiliser cette automatisation pour augmenter le nombre d'élèves par classe. Le danger est là. Et puis, face à la surcharge d'informations en ligne, comment distinguer les sources fiables des hallucinations générées par l'IA? C'est justement là que l'enseignant devient un guide indispensable. Les algorithmes menacent la diversité des sources en poussant des contenus standardisés. On n'a plus que jamais besoin du manuel scolaire et de l'enseignant pour filtrer. Et on voit même des partisans de la digitalisation totale pousser pour des écrans en maternelle. Pas de manière isolée. Des applications très encadrées peuvent. En maternelle, l'enfant a besoin de manipuler des objets tangibles, pas de glisser un doigt sur un écran. Le besoin d'apprentissage humain authentique est vital. C'est un point sur lequel nous pouvons converger. L'outil numérique ne doit jamais devenir un substitut à l'humain. Nous approchons de la fin de cet échange. En résumé, je maintiens que les outils numériques, s'ils sont bien encadrés, offrent une flexibilité et une démocratisation inédites. Et je maintiens que sans une extrême vigilance, la technologie crée une passivité intellectuelle et exacerbe les inégalités socio-économiques. Néanmoins, notre synthèse finale pourrait être celle-ci. La solution réside dans l'équilibre. Il faut investir massivement dans les infrastructures des zones défavorisées, oui, Et former massivement les enseignants aux nouvelles méthodes pour qu'ils maîtrisent les limites de ces outils. La technologie doit rester un complément au modèle humaniste. exactement. Et il n'y a pas de gagnant déclaré aujourd'hui, la question reste ouverte. Un immense merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et si vous souhaitez obtenir le PDF de l'émission avec toutes nos références, demandez-le nous dans les commentaires, il vous sera envoyé. Merci à tous et à très bientôt dans d'autres épisodes.